Bonjour et bienvenue. On connaît tous l'image du monstre de Frankenstein. C'est presque un cliché, hein. Ah oui, l'image d'Épinal, la créature immense, les boulons dans le cou. Exactement. Mais son histoire, la vraie histoire derrière, elle dépasse, et de loin, le célèbre cauchemar de Mary Shelley. Tout à fait. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des racines un peu moins connues du roman. On va regarder des notes de recherche qui nous emmènent des rives du lac Léman jusqu'à un mystérieux château allemand. Effectivement. On va analyser des éléments biographiques, géographiques, même historiques qui entourent la création de Frankenstein. On se base pour ça sur une étude qui a vraiment croisé différentes sources pour essayer d'éclaircir cette genèse qui est assez complexe finalement. Alors le point de départ qu'on cite souvent, c'est l'été 1816, près de Genève, la fameuse année sans été. Oui, un temps exécrable paraît-il, ce qui a un peu cloué tout le monde au coin du feu. Il y avait Lord Byron, les Shelley, Percy and Mary, qui n'étaient pas encore Shelley d'ailleurs. C'est vrai, Mary Godwin. Voilà, Mary Godwin, et puis Claire Clermont, sa demi-sœur, et le docteur Polidori. Ils étaient là entre la villa Diodati louée par Byron et la maison Chapuis pour les Shelley. Est donc coincée à l'intérieur. Ben voilà. Ils lisaient, notamment des histoires de fantômes allemandes, les Phantasmagoriana, Ah oui, ce recueil. c'est ça. Et surtout, ils discutaient beaucoup. Des idées scientifiques, philosophiques de l'époque, particulièrement autour de ce fameux principe de vie. C'était une question brûlante, hein. Est-ce qu'une force, peut-être d'électricité, pouvait animer la matière inerte? C'est fascinant comme contexte. Et j'ai là-dedans que Byron lance son petit défi. Bon, et si on écrivait chacun une histoire de fantôme? Et l'influence de ce séjour en Suisse, on la retrouve vraiment dans le roman lui-même, c'est ça? Ah oui, absolument. Le paysage est presque un personnage. Mary Shelley décrit très précisément les lieux qu'elle a vus, qu'elle a visités. Eh bien, la vallée de l'Arve, Chamonix, elle écrit Chamouni, la mer de glace, le Mont-en-Vert. Même les bords de Montalegre, où se trouvait leur maison, la maison Chapuis, on sent que c'est évoqué. D'accord. Et Évian. Évian devient le lieu du meurtre d'Élisabeth, la fiancée de Victor. Donc oui, la géographie du roman, elle est profondément genevoise, suisse. C'est très clair. Mais alors le nom, Frankenstein, pourquoi ce nom? Mary Shelley elle-même disait que les noms étaient importants pour elle. Oui. Et là, il y a une piste, une hypothèse assez intrigante qui remonte à un voyage juste avant, en 1814. Le voyage sur le Rhin. Exactement. En descendant le fleuve, Mary et Percy Shelley passent près de Gernsheim. Et de là, à l'est, on voit la silhouette d'un château, le château Frankenstein. Ah. Et alors, est-ce qu'ils l'ont visité? On sait? Eh bien, c'est là que ça devient curieux. Les journaux intimes, celui de Mary et celui de Claire Clairement, sont étonnamment vides, ou en tout cas très lacunaires, pour cette période précise du voyage sur le Rhin. Étrange. Oui, tout comme ils sont un peu vagues sur certains moments clés de l'été 1816 d'ailleurs. Or, Mary a souvent dit, plus ou moins directement, qu'elle puisait énormément dans son vécu, dans ses expériences réelles. Donc l'idée, c'est qu'elle aurait pu oublier de mentionner ce château. On peut se poser la question, oui. Est-ce que l'omission de toute référence au château Frankenstein n'était pas peut-être délibérée? Peut-être pour renforcer l'image d'une création totalement originale, sortie de son imagination. Elle était parfois critiquée pour ça, pour un supposé manque d'imagination propre. D'accord, je vois. Et ce château Frankenstein, il avait sa propre histoire, c'est ça? Il y avait quelqu'un d'associé à ce lieu? Oui, et c'est là que ça devient encore plus troublant. Il y a bien sûr les légendes locaux du château, mais surtout, il y a un résident, enfin quelqu'un né tout près, Johann Conrad Dippel, un alchimiste du XVIIe siècle, début XVIIIe. Deeple, dites-moi plus. Alors, Dippel, c'était un personnage haut en couleur, théologien controversé, médecin et surtout alchimiste. Il aurait mené des expériences, disons, assez secrètes. Anatomiques, chimiques, Le genre d'expérience qu'on imagine bien dans un château un peu sombre. voilà. Il distillait des eaux, du sang animal, pour créer ce qu'on a appelé l'huile de Dippel. C'est aussi lié indirectement à la découverte du bleu de Prusse, et donc à l'acide cyanhydrique, le cyanure, un poison puissant. D'ailleurs, Polidori se suicidera avec du cyanure plus tard. C'est vrai. Et, détail intéressant, Dippel a étudié un temps sous une variation latinisée de son nom ou du lieu Vinci. Frankensteiner. Ah, quand même. Les parallèles avec Victor Frankenstein ils sont assez frappants, non? Oui, oui, un scientifique brillant, mais en marge, des expériences secrètes qui flirtent avec l'idée de créer la vie ou de la réanimer. Dippel avait une réputation sulfureuse, il y avait des rumeurs de profanation de tombes. Ça fait vraiment écho aux discussions sur le principe de vie
pendant cet été 1816. Tout à fait. L'hypothèse, c'est que Marie aurait pu entendre parler de Diepel et son lien avec ce château, visible depuis le Rhin, 2 ans avant d'écrire son roman. Ça a pu planter une graine. Et tout ça dans un contexte intellectuel qui bouillonnait d'idées nouvelles. C'est ça. Exactement. Il ne faut pas oublier l'époque. L'électricité, ça fascinait tout le monde. Galvani, Volta, Franklin, Humphrey Davis. Davy, qui est mort et enterré à Genève d'ailleurs, l'ironie. C'est vrai. Et puis, il y avait encore l'attrait de l'alchimie, la quête de la pierre philosophale. Paracelse, Agrippa, des auteurs chers au père de Méry, Godwin. Et les automates. Ah oui, les automates suisses. Vaucanson, Jacques Edrose. Ces incroyables mécanismes d'horloger qui semblaient presque vivants. Des hommes mécaniques. Tout ça devait être dans l'air du temps. Ça a dû nourrir son imagination. Donc, si on résume, l'image du cauchemar comme unique source d'inspiration, c'est un peu court en fait. C'est la conclusion qui se dessine, oui. Frankenstein, ça apparaît moins comme une fulgurance isolée, une simple vision nocturne, que comme une synthèse vraiment remarquable. Une sorte d'assemblage. C'est ça, un assemblage d'expériences personnelles, l'été suisse, les paysages, d'une possible inspiration géographique et historique plus directe, le château, Diepel, peut-être un peu estompé volontairement, et le tout catalysé par les grandes questions scientifiques, philosophiques, voire occultes, de son temps, le véritable monstre, au sens de création assemblée, c'est peut-être le roman lui-même, né de toutes ces influences. C'est passionnant de voir comment, en grattant le vernis du mitre, on retrouve des couches d'histoire réelles, des contextes humains tout aussi captivants. Absolument. Et ça nous laisse tout être avec une dernière réflexion. Je vous écoute. Si Mary Shelley a potentiellement choisi de taire certaines de ses sources, comme ce château ou Diepel, combien d'autres créateurs, d'autres œuvres célèbres, cachent des inspirations réelles que leurs auteurs ont préféré passer sous silence? C'est une bonne question. Et puis, plus largement, cette angoisse fondamentale du roman, face à la création qui échappe à son créateur, cette peur de transgresser les limites naturelles, est-ce qu'elle ne trouve pas un écho particulièrement fort aujourd'hui, dans nos propres débats sur, je sais pas, l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques? C'est une question qui reste très actuelle finalement.